Nathalie Babagagnon. Une journée pour se souvenir. En ce 11 novembre, des cérémonies de commémoration ont été organisées d'un bout à l'autre du pays pour rendre hommage aux soldats tombés au combat et aux vétérans. À Ottawa, la cérémonie nationale a rassemblé des milliers de personnes et de dignitaires autour du monument commémoratif de guerre du Canada. Mario De Ciccio y était. Les coups de canon, les 2 minutes de silence à 11 heures et le survol de CF-18 dans le ciel de la capitale fédérale. La cérémonie nationale du Jour du souvenir à Ottawa se veut à la fois protocolaire et solennelle. Encore cette année, des milliers de spectateurs ont participé aux commémorations en l'honneur des militaires, des vétérans, de leurs familles, bref, de ceux qui ont tout sacrifié au nom du pays. Pour honorer ceux qui sont tombés depuis la Première Guerre, la Deuxième Guerre, guerre de Corée, l'Afghanistan maintenant aussi. Moi, j'ai vécu des événements qui marquent nécessairement, mais c'est surtout par respect pour ça. Pour moi, c'est vraiment important pour dire merci. Le sacrifice, certains anciens combattants le connaissent trop bien. Ici à Ottawa, par exemple, les vétérans sont surreprésentés dans la population itinérante. Le Canada se doit d'en faire plus, admet la ministre fédérale des anciens combattants, Ginette Petitpas-Taylor. Un vétéran qui est sans abri et un vétéran de trop. Il nous reste encore du travail à faire, mais encore une fois, c'est une priorité absolue pour le gouvernement d'être là pour les vétérans. Des cérémonies de commémoration et des événements pour les vétérans ont été organisés un peu partout à travers le pays par les différentes filiales de la Légion royale canadienne. Ici Mario De Ciccio, Radio-Canada, Ottawa. Nouvelle révélation sur le scandale des drones qui a touché Canada Soccer aux derniers Jeux olympiques. Une enquête de Radio-Canada révèle que cet espionnage perdure depuis une dizaine d'années. Romain Chouet est avec nous. Romain, vous avez découvert qu'il s'agit d'une culture d'espionnage qui peut être définie comme systémique. Oui, on a interrogé une vingtaine de personnes, que ce soit des anciens joueurs, des employés de Canada Soccer, des agents. Tous nous ont décrit une culture d'espionnage, un espionnage devenu culturel, systémique, même obsessionnel. Selon nos informations, cet espionnage perdure en fait depuis près d'une dizaine d'années. Des membres de Canada Soccer pouvaient par exemple se cacher dans des bois, des buissons pour faire voler un drone qui permettait donc d'observer clandestinement l'entraînement de l'équipe adverse, notamment évidemment lorsque ces entraînements sont fermés au public. Alors ces images permettaient ensuite à l'entraîneur d'avoir des informations bien sûr sur les plus récentes tactiques évidemment de l'adversaire. Alors, selon nos informations, cette technique a d'abord été mise en place au niveau de la sélection féminine par l'ancien entraîneur John Herdman. Il a repris ensuite ce procédé avec l'équipe masculine qui a notamment joué la Coupe du Monde au Qatar en 2022. De nombreuses équipes, notamment des équipes sud-américaines, auraient été espionnées avant d'affronter le Canada. Et l'utilisation de ces drones s'est même institutionnalisée dans toutes les branches de Canada Soccer, puisque selon nos informations, des drones ont aussi été utilisés pour filmer les adversaires des équipes juniors du Canada. Et Romain, comment réagit Canada Soccer et les personnes qui ont mis en place ce système d'espionnage? Alors, dès le mois de juillet, après ce scandale au JO, Canada Soccer a demandé une enquête indépendante. Les conclusions du rapport doivent être communiquées prochainement. D'ores et déjà, Canada Soccer reconnaît, je cite, que ce scandale à Paris est le symptôme d'une culture passée inacceptable et d'un manque de surveillance. Merci Romain. Au revoir. Le syndicat des débardeurs du port de Montréal déplore l'absence de communication de la part de l'Association des employeurs maritimes, qui l'accuse d'éviter ses responsabilités dans le conflit de travail qui les oppose. Hier soir, près de 1200 débardeurs ont été mis en lock-out après l'échec des négociations sur une nouvelle convention collective. Alex Gacon a préparé ce qui suit. On a mis le même produit 2 fois, ici c'est le même produit 2 fois, ici c'est 4 fois. On est obligé de boucher les trous avec n'importe quel produit qu'on en a en plus, en surstock. À l'épicerie Les Trois Gourmets, Dassen Gasmi, les mêmes produits se répètent. Il dit qu'il lui en manque 800 en raison du blocage du port. On attend les chocolats de Noël, on attend tout ce qui est biscuits et confiserie festifs. Il espère une issue rapide au conflit de travail. Il y a des dates limites en jeu, là, c'est un problème pour nous. Mais les négociations, d'après Michel Meuret, porte-parole du syndicat des débardeurs, sont au point mort. Il dénonce l'absence d'écoute de la partie patronale, l'association des employeurs maritimes, et assure que les syndiqués ne lâcheront rien. Les débardeurs ne casseront pas, les débardeurs ne mettront pas le genou à terre. L'administration portuaire de Montréal estime que chaque jour de conflit éloigne les navires des quais canadiens et met en péril des emplois. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, regrette un manque de leadership d'Ottawa dans ce type de conflit. Il va falloir trouver une réponse systémique là, pour éviter
que nos chaînes d'approvisionnement soient perpétuellement à la merci des négociations qui vont mal. Il y a 3 ans, la négociation entre les débardeurs et l'association des employeurs maritimes avait pris fin en raison d'une loi spéciale d'Ottawa. Ici Alexis Gacon, Radio-Canada, Montréal. Toujours au Québec, des services de garde en milieu familial ont retardé leur ouverture de 30 minutes ce matin et vont continuer à le faire pendant au moins toute la semaine. Ces moyens de pression, qui vont s'intensifier au cours des prochaines semaines, visent à dénoncer la lenteur des négociations sur le renouvellement de la convention collective des éducatrices en petite enfance. Les CPE seront aussi touchés dès vendredi. Le reportage de Diana Gonzalez. Vicky Normand accueille les enfants à 8 heures cette semaine, soit 30 minutes plus tard qu'à l'habitude. Elle réclame de meilleures conditions de travail et salariales. L'épicerie, c'est incroyable à quel point ça a augmenté. Donc, c'est sûr que nous, ça a des répercussions sur le milieu parce que j'ai 9 bouches à nourrir à tous les jours, 2 collations, un dîner. La convention collective des membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, la FIPEC, est échue depuis mars 2023. Québec affirme que les négociations se poursuivent et souligne que la subvention accordée aux responsables de services de garde en milieu familial a augmenté de 30% depuis la dernière entente. Selon la présidente de la Fédération, Anne-Marie Belrose, c'est insuffisant. L'inflation a frappé de plein fouet nos RSE et la subvention n'a pas été augmentée. À même leur subvention, elle paie les dépenses d'opération. Des CPE sont aussi touchés par ces moyens de pression dès vendredi. Ça va être une organisation et puis on va faire avec. Nous, en tant que parents, c'est compliqué, mais après ça, je comprends tout à fait leurs droits. La FIPEC réclame des hausses salariales de 17 à 20% sur 3 ans. Québec offre 12,7% d'augmentation sur 5 ans. Ici, Diana Gonzalez, Radio-Canada, Montréal. En cette première journée de la COP29 en Azerbaïdjan, les 190 pays ont adopté de nouvelles règles pour encadrer le marché des crédits carbone. Ils cherchent aussi à s'entendre sur l'aide financière accordée aux pays en développement pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en inquiète plusieurs. Charlotte Dumoulin prépare ce qui suit. Difficile à la COP29 de passer sous silence la réélection de Donald Trump. C'est décevant pour la lutte contre le réchauffement climatique, dit l'émissaire américain John Podesta. Mais la transition énergétique est bien lancée aux États-Unis, rassure-t-il. Elle n'est pas réversible. Donald Trump veut toutefois se retirer de l'accord de Paris sur le climat dès son entrée en poste. Une promesse que les pays auront en tête lors des négociations du nouvel accord de la COP29 à Bakou, selon Michel Poitvin, professeur à l'Université de Montréal. Les États-Unis, c'est un des plus gros donneurs financiers à travers le monde pour ça, donc je n'ai pas l'impression que ça regarde très, très bien. Pour Sébastien Duhé, du Centre du droit international de l'environnement, c'est l'occasion d'envoyer un message fort et d'avoir une entente ambitieuse pour réduire les GES. Après la première élection de Donald Trump, les autres États avaient su, d'une certaine mesure, se retrousser les manches et se dire qu'il était important pour eux justement de renforcer le multilatéralisme. Les plus de 190 pays tenteront entre autres de renouveler le financement aux pays en développement pour qu'ils aient eux aussi les moyens de lutter contre les changements climatiques. La première journée de la COP s'est terminée avec l'adoption de règles pour créer un marché mondial de crédit carbone. Ici, Charlotte Dumoulin, Radio-Canada, Montréal. Et les près de 200 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé réunis à Genève reconnaissent qu'ils devront remettre au mois de mai la conclusion d'un accord international de prévention des pandémies. Une grande partie du projet de texte a été approuvée, mais des différends demeurent sur certaines dispositions, notamment sur le partage équitable des vaccins, des tests et des traitements. Voilà, c'était le Radio Journal au nom de toute l'équipe. Bonne soirée.